Mao Zedong. C'est un nom que tout le monde connaît, un nom qui est synonyme de la Chine moderne. Mais il évoque des images radicalement opposées. Pour certains, c'est le père de la nation, le grand libérateur. Pour d'autres, c'est l'un des pires tyrans de l'histoire. Alors, comment on fait pour y voir clair avec un personnage aussi contradictoire? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Et voilà, c'est ça le cœur du paradoxe Mao. D'un côté, on a le leader qui a mis fin à ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation, celui qui a rendu sa fierté au pays. Et de l'autre, on a le dictateur dont les politiques ont causé des souffrances à une échelle qu'on a du mal à imaginer. La vraie question, c'est comment est-ce qu'un seul homme peut être les deux à la fois? Ce qui est fascinant, c'est que même son propre parti, le Parti communiste chinois, est bien obligé de le reconnaître. Ils ont sorti cette formule officielle, 70% juste, 30% faux. C'est un peu leur façon de concilier le héros et le monstre. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces pourcentages? Alors, pour comprendre ces fameux 70% justes, il faut d'abord revenir au début de son histoire. Comment est-ce qu'un fils de paysan a bien pu devenir le maître absolu du pays le plus peuplé du monde? C'est en regardant ça qu'on comprend pourquoi des millions de personnes l'ont d'abord vu comme un véritable sauveur. Et franchement, son ascension, elle est fulgurante. Il naît dans la Chine rurale, il voit son pays s'effondrer. Très jeune, il rejoint le mouvement communiste. Et le grand tournant, c'est la Longue Marche, une retraite militaire absolument épique qui va faire de lui le chef du parti. Et finalement, en 1949, après des décennies de guerre, c'est lui qui gagne. La clé de tout ça, en fait, c'est l'armée rouge. Ce que Mao a compris, et c'est ça son coup de génie stratégique, c'est que pour gagner en Chine, il fallait l'appui des paysans. Il a donc transformé cette immense masse paysanne en une guérilla super disciplinée, super efficace, qui a fini par battre l'armée des nationalistes qui était pourtant bien mieux armée sur le papier. Et cette phrase, eh bien, elle dit tout. Pour lui, c'était simple. La révolution, ça ne se discute pas dans les salons, ça se fait les armes à la main. C'est cette conviction qui va guider toute sa stratégie jusqu'à la victoire finale. Mais voilà, une fois qu'on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que tout va changer. Et c'est là que l'histoire prend un tournant vraiment tragique. Une fois au pouvoir, l'ambition démesurée de Mao pour transformer la Chine va provoquer des catastrophes humaines sans aucun précédent. On entre maintenant dans la partie la plus sombre de son héritage, les fameux 30% faux. Le premier grand désastre, c'est ce qu'on a appelé le grand bond en avant. L'idée, qui paraissait complètement folle, c'était de dépasser la production d'acier de l'Angleterre en quelques années à peine. Imaginez, on demande à des millions de paysans de laisser tomber leurs champs pour fabriquer de l'acier, comme ça, dans des petits fourneaux de jardin. Évidemment, pour l'agriculture, ça a été une catastrophe totale. Et le bilan, il est juste difficile à concevoir. 30 millions de morts. C'est le résultat direct de cette politique. On parle de la plus grande famine de toute l'histoire de l'humanité. Et elle n'est pas due au climat ou à une catastrophe naturelle. Non, elle a été entièrement provoquée par des décisions politiques. Forcément, après un tel fiasco, Mao perd de son pouvoir. Il est mis sur la touche. Alors, pour revenir en force, il va lancer quelque chose d'encore plus terrible, la révolution culturelle. Le principe, il va s'appuyer sur la jeunesse, les fameux gardes rouges, et les déchaîner contre ses propres rivaux dans le parti, contre les intellectuels, les artistes, bref, contre tout ce qui représente la vieille culture. Et là, c'est le chaos absolu qui s'installe dans tout le pays pendant 10 ans. Imaginez des scènes hallucinantes, des élèves qui humilient et frappent leurs professeurs, des temples millénaires détruits, des familles brisées par des dénonciations. Et les chiffres qu'on voit là, attention, ils ne concernent que les campagnes. Ça donne une petite idée de l'ampleur du désastre. Et comment tout ça a-t-il pu tenir? Eh bien, grâce à un culte de la personnalité absolument délirant. Mao n'était plus juste un dirigeant, il était devenu une sorte de dieu vivant. Son portrait était partout, son petit livre rouge, tout le monde devait l'avoir et le connaître par cœur. On l'appelait le soleil rouge dans nos cœurs. Il était devenu intouchable. Alors, on fait quoi avec tout ça? Comment est-ce qu'on assemble toutes ces pièces du puzzle? D'un côté, le révolutionnaire qui a bâti une nation. De l'autre, le tyran responsable de la mort de millions de ses concitoyens. Revenons à notre question de départ. Ce tableau, il résume bien toute la complexité du personnage. C'est presque systématique. Pour chaque point positif, il y a un revers de médaille absolument terrible. Oui, il a unifié la Chine, mais en créant un régime totalitaire. Oui, il y a eu des progrès en matière de santé ou d'éducation, mais ça vient après une famine et des purges monstrueuses. Et c'est cet héritage à la fois lourd et constructeur qui explique en grande partie la Chine d'aujourd'hui. Au final, la question reste entière. Alors ce fameux 70-30, ça tient la route? Ou est-ce que c'est juste une façon un peu trop simple, un peu trop comptable de juger un homme dont l'impact sur le monde a été aussi immense et aussi paradoxal?
C'est sans doute une des questions les plus compliquées que l'histoire puisse nous poser.